Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre de ce cycle de conférences du lycée Minoret. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, en collaboration avec la Factory 30, d'accueillir Joe Butters, que nous remercions très chaleureusement de sa présence et qui va nous faire donc le plaisir de partager avec vous sa grande expérience et qui répondra très volontiers à vos questions. Pour animer cette conférence, donc, nous aurons Christophe Bourg et Catherine Angenot. Et donc, vous aurez un temps ensuite de questions-réponses en deuxième partie. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et je leur cède immédiatement la parole. Donc, bonjour à tous. Juste sur le déroulé un peu de la conférence, ce qu'on vous propose, c'est d'écouter, je n'aime pas les mots, et de noter au fur et à mesure des questions. Et à ce moment-là, on aura un temps de questions-réponses sur la suite, la fin de la conférence. Ça vous laisse le temps d'écouter, de maturer toutes vos questions. Et on fait comme ça, on passera par le tout à l'heure. Je voulais dire un petit mot. Je voulais remercier le lycée Minoret avec qui on est en partenariat, la Factory 30. Et dans le cadre des conférences, on a eu Irène Silvani. Aujourd'hui, on a Joe Butters qui a bien voulu venir faire une conférence débat avec nous. Et je dis une conférence débat, c'est vraiment qu'il va y avoir un échange avec le public et c'est important. Et dans le cadre des conférences, eh bien, Joe Butters va commencer. Merci Christophe, merci à tous ceux qui m'ont invité. Je vais d'abord peut-être faire un petit CV de ce que j'ai fait pour que vous voyez un petit peu les questions que vous pourrez poser ensuite. Je m'appelle Jo Butters, je suis hollandaise. J'ai travaillé en France presque toute ma carrière avec un passage en Angleterre. Mes études ont été faites dans mon pays, j'ai fait les beaux-arts, donc c'est 5 ans d'études de mode. Comme vous trouvez en Angleterre ou en Belgique, qui n'existe malheureusement aujourd'hui pas encore en France. On ne fait pas la mode aux beaux-arts, ça aurait été bien, mais ce n'est pas le cas. Et mon parcours est donc, j'ai commencé en tant que styliste très, très jeune, comme vous allez faire peut-être demain, et j'ai fini, je n'ai pas tout à fait fini, mais aujourd'hui je suis directeur général, où j'ai été directeur général de différentes sociétés, donc je vais vous amener un petit peu comment je suis arrivée de l'un à l'autre, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, en quittant les Beaux-Arts, j'ai décidé de venir mes stages en France. Pour moi, la mode, ça se passait dans ce pays. Le mien était trop petit, donc j'avais décidé très vite qu'il fallait que je bouge. C'est un choix, c'est chacun le sien. J'ai commencé dans une agence qui s'appelle Mafia. À l'époque, c'était une agence une des meilleures, un premier bureau de style, bureau de pub, qui travaille avec Saint-Laurent et Pierre Berger, avec les 3 Suisses, avec Absorba. Donc, c'était des budgets intéressants qui étaient à l'époque dans l'air du temps. Leur background était prise unique, printemps et les jardins des modes, donc pour voir un peu quelles étaient les créatrices. J'ai fait avec Mafia 4 ans en tant que styliste, j'ai quitté en tant que spécialiste de l'enfant et en fait j'ai envoyé un courrier à Terence Conran, donc en Angleterre, qui venait de racheter une société qui appelle toujours Mothercare, qui faisait donc l'enfant et la femme enceinte et le mobilier pour enfants. Et donc j'avais envie de changer et j'ai quitté Mafia pour Conran, donc je suis partie en Angleterre. Je te coupe peut-être, c'est important, voilà. Ça démarre bien. Je crois que c'est important que tu nous parles un peu de Mafia aussi, parce que ça a été l'école de la vie, et vraiment ces 2 femmes extraordinaires. Oui, je crois que ce que j'ai dit avant mon déjeuner, c'est que qu'est-ce que les uns et les autres m'ont appris. Ma première expérience de Mafia, c'était très important parce qu'elles m'ont donné le regard, elles m'ont ouvert les yeux et elles m'ont rincé l'œil. Ça veut dire qu'elles m'ont appris à regarder autrement, dénuder tout autour et prendre tout ce qu'on fait à partir de zéro. Ça veut dire dépoussiérer, essayer de enlever tout ce qui est autour et de voir vraiment si ça vaut le coup d'être créé. Donc c'est vraiment épurer les choses. Ça a été très important parce que ça m'a suivi toute ma carrière et ça me suit toujours parce que aujourd'hui je fais pas mal de photographie et c'est toujours avec ce regard très très pur que j'approche tout sujet. Donc oui, c'était une école absolument importante, tu as raison, pour moi. Oui. Puis expliquer quand même ce que Mafia a fait dans ce métier, l'accessibilité au design et à la mode,
pour les surfaces. C'est un des premiers bureaux de style qui a créé le premier carte de coloris, qui a des industriels à donner la couleur à leurs produits, qui n'était pas évident à l'époque. Hein. On avait une carte qui était très courte, donc elles ont mis de la couleur dans les coloris, mais elles travaillaient aussi à un très haut niveau. Maïmé sortait de Centrale, une des premières femmes qui sortait de Centrale. Elle travaillait avec des directeurs d'entreprise, elle prenait l'entreprise du haut en bas. Alors, elle fournissait peut-être un service de style, un service de pub, mais en même temps, elle aidait à un niveau de direction générale pour voir comment intégrer tous ces gens un peu bizarres, parce qu'à l'époque, les stylistes et tout ça, c'était quand même pas évident. Donc, comment travailler avec ces jeunes créatifs et comment les convaincre de les prendre. Et c'est encore un sujet aujourd'hui, parce que c'est pas encore toujours évident comment il faut travailler avec un créatif et comment les intégrer pour que ça fonctionne. Donc, je crois que c'était une chose de ce côté important. Voilà, les deux... Voilà, elles sont reparties là. Ouais. Les deux premières patronnes pour lesquelles je travaillais. Donc, j'ai quitté Mafia pour Conrad. Je suis partie en Angleterre. Là, c'était ma première expérience non conseil, parce que jusque-là, j'étais en conseil. Je travaillais pour des budgets dans les entreprises, mais je ne prenais pas la décision. Hein. On me donnait un projet et puis ils faisaient avec ce qu'ils voulaient. Donc là, je suis rentrée dans une entreprise et le design, le style qu'on faisait était censé être appliqué. Très vite, je me suis rendu compte que là aussi, il y a des acheteurs, il y a des stylistes. Hein. Donc, bon, les acheteurs s'achètent, hein, ils s'achètent comme ils pensent, hein, et ils ont leur méthode. Et pour intégrer le style là-dedans, ce n'est pas toujours évident. On n'était pas toujours vraiment écoutés. C'était quelque chose qui m'énervait beaucoup, je me rappelle. Et par la suite de ma carrière, je prends la décision de switcher dans l'autre sens parce que je crois que je peux mieux faire qu'eux. Maintenant, il faut encore le prouver. Là. Donc, Mothercare, c'était pour moi un premier poste de design director à la fin. J'avais un studio avec nombreux stylistes qui ont dû être une douzaine, mais aussi ce qu'on appelle un pattern room. On faisait nos patronages. On faisait des toiles, donc c'est luxe, hein, parce que c'est quelque chose qui est quand même très luxe pour une entreprise et qui était quand même en petit prix. Donc Terence Conran avait mis les moyens à cette équipe pour bien travailler. De Conran, je suis partie chez Next. Next, à l'époque, c'était l'entreprise qui était la plus moderne en Angleterre. Elle avait racheté un vieux magasin qui s'appelait Hepworth. Et ils avaient mis hommes et femmes dans le même magasin. En fait, c'était aussi moderne que les couples aujourd'hui. Hein, quand vous regardez, quand vous faites le tour des marques en ce moment et vous dites c'est qui est le plus innovant et qui est le plus à la pointe de la mode, le couple se fait pas mal parce qu'on a un style homme-femme qui se rapproche, on peut s'emprunter les vêtements. Next, c'était ça un petit peu à cette époque. Donc, on voit aussi que c'est des modes qui partent et qui reviennent. Hein. Donc, Next faisait hommes et femmes, et moi, j'avais jamais fait de l'homme et femme. Donc, j'ai envoyé un courrier en disant que je voulais faire de l'enfant pour Next, parce qu'il y a un homme et une femme, on pouvait faire un enfant après tout. Donc, ça s'est fait pour raccourcir, et j'ai créé donc un concept magasin, une collection, l'achat de la collection de style. Et là, je me suis complètement brûlée, j'étais crevée à la fin. C'était vraiment... j'avais quand même jamais piloté des acheteurs avant, hein, donc j'ai commencé à vraiment monter très vite en puissance. Donc j'ai fait ça 1 an et demi, le bébé était pondu, le magasin est ouvert, et j'ai quitté l'enseigne et j'ai pris quelques mois de recul, et je suis rentrée dans mon pays pour voir ma famille. Et qu'est-ce qui se passe? Sur l'aéroport, je rencontre le patron international de Mothercare qui me reprend dans l'autre sens en disant « Ok, vous voulez plus faire du style, vous voulez faire de l'achat? Eh bien venez, vous pouvez les faire avec moi. » C'est comme ça, finalement, que je suis rentrée chez Mothercare, mais j'ai quitté le studio et je suis partie en achat international. Et de là, ma carrière a basculé vers d'abord acheteur, après responsable de secteur, après directeur commercial, pour finalement être directeur général à la fin. Donc, en fait, il faut se dire que tout est possible. Ça ne se fait pas forcément facilement, mais si vous êtes décidé de faire quelque chose, vous êtes capable de le faire. Parce que c'est quoi? C'est convaincre l'autre que vous êtes capable de le faire. Et si en vous, vous savez que vous êtes capable de le faire, à vous de le vendre quelque part comme que l'autre s'intéresse au sujet. On a parlé tout à l'heure, on va en parler des CV, des lettres d'accompagnement. C'est important de bien vous exprimer. Donc à partir de là, Mothercare, 2 ans,
Le patron de Montréal dit on va racheter. On était dans une société d'acquisition, donc on achetait d'autres sociétés. On avait racheté le BHS, on avait racheté Blazer. On était devenu un grand groupe. Il y avait le Conrad Shop qui était ouvert entre-temps. Et donc il y avait une société qui s'appelait Jacques-Eddy en France qui était en vendre. Jacques-Eddy était le top de l'enfant en France à l'époque parce que Bonpoint n'existait pas encore. C'était encore en naissance. Et donc, il m'a dit, on va le racheter. Bon, moi, c'était la première fois qu'on allait acheter une société. Hein, donc, je suis partie et cette société a été rachetée et j'ai commencé à faire l'aller-retour entre Londres et Paris. Donc, j'ai travaillé 50% pour Mondreker et 50% pour Jacques-Eddy. Jacques-Eddy, c'était 180 magasins en France. C'est une société franco-française qui avait besoin de passer les frontières. Mais l'équipe était très franco-français, donc le directeur général avait décidé qu'il avait besoin d'un adossement à un grand groupe qui pouvait l'amener jusqu'à l'expansion à l'international. Donc l'Europe dans un premier temps, parce qu'à l'époque c'était surtout l'Europe. Donc ça s'est fait, je suis rentrée et au bout de 2 ans, ils ont décidé de revendre la société. Je suis restée avec la société, je suis restée 4 ans et demi et on a fait le développement du business plan d'ouvrir 250 magasins de plus. Donc ça faisait 450 environ, 430, 450 et j'ai quitté l'entreprise. J'ai été chassée pour la première fois de ma vie, on parlait de chasseurs tout à l'heure, chez Cacharel. Donc Cacharel, vous connaissez, hein, c'est un enfant de ce pays. Donc à l'époque, pourquoi Cacharel? J'étais spécialiste, mais alors jusqu'à un point, j'étais enfant jusque-là, hein, et j'en avais marre d'enfants, et je voulais faire de l'homme et de la femme, et Jean Bousquet m'a permis d'être directeur commercial de toutes les gammes Cacharel. Donc j'ai appris au fur et à mesure. Ma spécialité était l'enfant, mais la femme, j'ai pris la direction de la femme en même temps. Il y avait une équipe de style qui était très forte. Et on a réintégré l'homme qui était à l'extérieur à l'époque dans l'entreprise. Donc en fait, ça m'a permis de switcher de l'enfant vers tous les métiers finalement du textile ainsi que l'accessoire. Et là où j'ai commencé à toucher au parfum, parce que Cacharel était bien connu pour ses parfums. La force, je te coupe, la force de Joe aussi, c'est de connaître extrêmement bien le métier de A à Z. Et ça, c'est rare auprès des chefs d'entreprise, hein, comme toi, ou des directrices générales. C'est-à-dire qu'elle est capable d'analyser un produit. Ce qui est rare, et c'est vrai, je le redis aujourd'hui en France, beaucoup plus dans une politique au niveau italien, hein, des maisons. Mais en France, c'est vrai que tu es l'une des seules à avoir travaillé aussi bien dans le bureau de style qu'à la direction générale et la direction commerciale. Oui. C'est-à-dire ce qui est très utile, parce qu'on ne peut pas vous raconter n'importe quoi. On a quand même beaucoup de directeurs généraux dans des sociétés qui connaissent un métier, très souvent la finance, éventuellement le marketing. Ils peuvent venir du commerce, mais ça veut dire du retail, ça veut dire de la vente, très souvent. Mais vous avez rarement un directeur général qui est créatrice à la base. Sauf si vous êtes créatrice ou créateur et vous créez votre propre marque, et là vous êtes bien obligé de faire les 2 facettes vous-même, d'accord? Mais à haut niveau dans les entreprises, c'est extrêmement rare, et donc oui, ça s'appelle un profil atypique. Tu as un œil. Je suis atypique. Voilà, absolument. Donc, Cacharel, pas très longtemps, c'est une entreprise avec une grosse rotation globalement. Les créatifs à l'époque, c'était Corinne Copson, Christophe avait juste quitté. Agnès B venait de faire sa dernière collection de Cacharel, avec Corinne Saru, et il y avait Absor Otamaya qui était le créatif femme. De Cacharel, donc j'étais bien dans le midi, il faisait chaud, il faisait beau, mais ça n'a pas duré. Donc je suis retournée sur Paris. Et là, j'ai commencé une aventure qui a pris une grosse période de ma carrière, c'est les magasins populaires et les grands magasins. Prix unique Monoprix, c'était un peu... c'était vers le dépôt de bilan. Prix unique, ça valait 1 franc, c'était encore des francs symboliques, donc ça veut dire une entreprise qui n'était pas en très bon état. Pinot Printemps PPR, Pinot Printemps Redoute à l'époque, qui rime aujourd'hui, avait décidé qu'il ne voulait plus faire ce métier et donc voulait se vendre cette partie. Donc il y avait un nouveau directeur général qui est rentré, il me dit on va être vendu, mais c'est pas grave parce que de toute façon même à être vendu, on va continuer. Donc je suis rentrée et en effet, 1 an et demi après, on était racheté par les Galeries Lafayette. Et vous connaissez l'histoire des magasins populaires, il y avait Prix Unique Monoprix, Fusion,
Et après, c'est devenu Monoprix unique, et vous les connaissez tous, dans tous les centres-villes en France, il y a un Monoprix, il y a un Monop, il y a un Monobeauty, c'est toute une chaîne, il y a Naturalia maintenant aussi, de magasins qui dominent le centre-ville et autour, ça s'appelle une locomotive autour duquel s'accrochent tous les autres magasins finalement. Ça a redynamisé les centres-villes en France, qui étaient à l'époque pas du tout sexy, parce que tout le monde allait en hypermarché pour pousser son caddie, remplir de plein de trucs chez Carrefour, chez Casino, etc. Même les stylistes faisaient la même chose, donc c'était vraiment l'époque de l'hyper qui était hyper important. Et le centre-ville était vraiment délaissé. Donc, on a inversé la tendance avec Philippe Ouzé, qui était le patron de Monoprix, et on a remis le magasin populaire qui était soi-disant mort, on l'a remis en route, et pour en devenir aujourd'hui quand même une vraie référence avec un magasin plutôt bobo, donc bien en temps. Voilà. Ça a été une période assez longue. J'ai fait 8 à 9 ans de magasin populaire. C'était une belle gymnastique. Je suis arrivée chez Prégénix, il y avait 150 personnes dans mes équipes. Et du jour au lendemain, un an et demi après, on m'a donné 250 de plus. Et j'en avais besoin que de 150, ils en avaient 350. Donc, c'était autre chose que faire de la mode. C'était la gestion d'effectifs, la gestion d'une collection qu'il fallait mettre ensemble tout de suite. Philippe Ouzé a dit, on va tout de suite faire une seule collection qu'on met dans les deux magasins. Il dit, vous êtes sûr là? Parce que ce n'était pas du tout le même type de produit. Oui, on va fusionner ça le plus vite possible. Ce qu'on a fait, c'est une vraie excellente idée de sa part, parce que ça a pris très vite, et le fait que c'était nouveau avait quand même pris plus vite que ça aurait pu si on avait séparé les deux. Puis il y avait l'importance du textile, le retour du textile dans Monoprix. C'était surtout le retour du textile, parce qu'en fait, on considérait que c'est à travers le textile qu'on pouvait rendre l'enseigne moderne. C'est pas le food, c'est pas l'alimentaire qui rend moderne. Par la suite, on a mis la mode en alimentaire, jusque-là. Mais on a commencé par le textile. Après, j'ai pris la maison, on a fait la même chose. On a créé une maison plus moderne, adaptée à la même cliente qui voulait se faire plaisir, finalement. C'était vraiment notre slogan, c'était « On se fait plaisir au quotidien à petit prix dans les magasins populaires », donc chez Monoprix. Ensuite, la parfumerie s'est raccrochée à ça. Là aussi, j'ai eu des barres de maquillage qui n'existaient pas avant. Donc, on a rendu tout ça un peu plus fun que c'était avant. Et ça a pris, et c'est le magasin populaire que vous connaissez aujourd'hui, mais c'est une longue histoire. Les magasins étaient entièrement refaits, il y avait des nouveaux concepts d'architecture, des nouveaux mobiliers. Donc, tout ça prend un temps énorme. 8 ans, Philippe Ouzé part donc, en tant que directeur général aux Galeries Lafayette. Et je l'ai suivi pendant 3 ans et demi, donc je suis partie au grand magasin. Direction commerciale, la plus belle de ma vie, je n'aurais pas pu faire mieux. Toutes les univers femmes, donc on était 2 directeurs commerciaux. Michel Rollo, qui est toujours aux Galeries Lafayette aujourd'hui, qui avait l'homme, l'enfant, la maison. On a acheté le bâtiment de Marks & Spencer à l'époque, de l'autre côté de la rue. Donc on a vidé 2 étages dans la coupole et on a mis la maison de l'autre côté de la rue. Ce qui m'a donné 2 étages vides, il fallait les remplir. Il faut expliquer peut-être la grandeur, parce que pour la plupart, ils ne connaissent pas forcément. 2000 m² de surface au sous-sol, donc en dessous, et c'était 1200 dans les étages. Donc les 1200, c'était assez facile à remplir. Les 2000, il fallait quand même avoir un concept. Donc j'ai lancé l'étude de marketing parce que je trouvais que la cliente dans le magasin était quand même assez âgée. Ce qui est sorti de l'étude, c'est qu'elles avaient en moyenne 45 ans. Et quand on dit moyenne 45 ans, elle a plutôt 50, etc. Donc la décision, c'est de dire notre clientèle est en train de vieillir, il faut là qu'on attire les jeunes. Donc j'ai créé en sous-sol un concept junior. Alors on m'a dit oui, mais les juniors, ils ne vont pas passer à côté de Cacharel pour rentrer là-dedans. Je dis non, mais c'est pas grave, on va les faire venir par le métro. Donc on a ouvert le magasin vers le métro, donc les jeunes pouvaient directement du métro aller dans le magasin. Donc ils n'avaient pas besoin de passer par le magasin de grand-mère, parce que c'est comme ça qu'ils le voyaient finalement. Ils rentraient directement, et à côté de Chanel, pour ceux qui connaissent le magasin, il y a un petit escalier qui descend, c'était notre accès sur ce sous-sol. Là, j'ai pris tous les marques juniors qu'on connaissait déjà ou ceux qu'on ne connaissait pas. On a dit, bon, on a 2000 mètres à remplir, on prend un disc jockey avec une caravane, on va mettre des restaurants fast-food.
Et on va décorer, nous, on a vidé tout et on a peint tout avec du pistolet en blanc ou en noir. Et on a mis des marquages au sol pour que chaque marque installe son univers. Et ça, c'était assez nouveau parce que les grands magasins avaient l'habitude quand même de dicter ce qu'ils voulaient. Ils disaient à la marque, voilà le concept du magasin, vous vous mettez dedans. Là, on a inversé, on a dit, on a besoin de vous, il faut que le jeune comprenne qu'il n'est plus au grand magasin. Voilà. C'était un projet éphémère, on savait que ça n'allait pas durer des années, mais c'était hyper important pour inverser la tendance, qui a été inversée parce qu'après l'âge est descendu à 35 ans. Aujourd'hui, c'est la chaussure. Vous connaissez ceux qui connaissent les magasins. C'était aussi le début du luxe, donc au rez-de-chaussée des Galeries Lafayette, on a commencé la négociation avec toutes les marques de luxe, donc Chanel, Dior et Vuitton, avec leur propre magasin. Et ça, c'était une question de négociation de mètres carrés. Hein. Chacun veut en avoir plus que l'autre, donc c'était une gymnastique intéressante. Peut-être dire que Vuitton n'avait pas de magasin. À l'époque, c'est vrai. Vuitton n'avait pas de magasin. Ils n'étaient pas aux Champs-Élysées. Vous connaissez les grands buildings Vuitton aujourd'hui. Ils n'existaient pas. Donc le matin, quand on ouvrait le magasin, on avait déjà 30 Japonaises qui étaient devant la porte, qui se gelaient devant la porte parce qu'il faisait quand même froid, qui attendaient que Vuitton ouvrait aux Galeries Lafayette. Hein. Donc après, ils ont commencé à voir qu'il était quand même temps d'ouvrir leur propre magasin. Mais à l'époque, c'était pour eux, leurs produits se vendaient par les grands magasins, comme était le cas pour beaucoup de marques. Et on va voir tout à l'heure, c'est encore le cas pour se lancer très souvent. C'est important d'être vu dans les grands magasins. C'est intéressant que tu continues sur l'histoire du luxe dans les grands magasins, parce que ça, c'est vraiment, tu l'as amené aussi. Et ça a été repris après par le bon marché, par le printemps. Parce qu'eux, ils ont décidé de faire ça au rez-de-chaussée, parce que le rez-de-chaussée, c'était un peu l'étage de tout dans un grand magasin. Hein. C'était le produit qui était accessible à tout. Donc en mettant du luxe au rez-de-chaussée, on prenait un risque. Le printemps a décidé de faire le premier étage. Et ça n'a pas marché. Et quand vous allez aujourd'hui au printemps, ils ont redescendu une partie du luxe, comme finalement les galeries. Mais ça, c'est une question de vision dans le temps. Nous, on a visé tout de suite avec les grandes marques de luxe. Et c'était risqué parce que le luxe n'était pas consommé comme en ce moment. Pas du tout. C'était encore quand même assez confidentiel. Hein. On avait les Japonais qui venaient, mais les Chinois n'existaient pas encore. Hein. Ils ne pouvaient pas encore sortir de leur pays. Donc, c'était vraiment les Japonais qui animaient. D'ailleurs, la plupart des créateurs, c'était aussi les Japonais qui animaient le luxe et les marques haut de gamme, etc. Donc, voilà les galeries. Hein. Ensuite, ma meilleure marque aux galeries en rentabilité. C'est important, le mètre carré il va être rentable dans les grands magasins, c'était Agnès B. Et donc ma dernière direction commerciale était aux Galeries Lafayette et j'y suis rentrée en tant que directeur général chez Agnès B. Donc la première marque où j'ai pris la direction générale auprès d'Agnès. Et c'est là où j'ai rencontré ce jeune homme, hein, donc chez Agnès B. Il faut raconter aussi pourquoi des Galeries Lafayette t'es passé chez Agnès B. Parce que c'était quand même étonnant. Ils t'ont dit, non, mais l'histoire que tu nous as parlé ce matin, l'idée qu'ils perdaient de l'argent, oui. C'est quand même important. Alors, Agnès B était la meilleure marque et ma deuxième année au Galeries Lafayette, elle commençait à perdre un peu, elle commençait à perdre un peu sa rentabilité et donc je les ai convoqués comme on fait en tant que directeur commercial et on dit écoutez monsieur, madame, votre marque a un problème, je vais vous mettre un peu plus loin dans les étages. Bon, c'est la punition la plus épouvantable qu'on peut vous donner au grand magasin. Donc on me dit mais c'est pas possible, ça fait 12 ans qu'on est à cette place, etc. Écoutez, réglez vos affaires et puis vous restez à votre endroit. Parce que ça se passe comme ça au grand magasin. Il faut quand même savoir, quand votre marque est non performante, vous allez vers le fond des dégages. Et les préférences, là où les chemins sont plus petits et où le trafic est moindre, forcément. C'est comme ça que les grands magasins gèrent leur chiffre d'affaires et leur marge. Donc, ayant convoqué le directeur général, j'ai été convoquée de mon tour par Madame Agnès B qui m'a dit je voudrais voir ces dames. Donc, cette dame est descendue pour voir Agnès.
Et elle m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas avec mes collections? Ben, j'ai dit, écoutez, madame, ce n'est pas vraiment à moi de vous dire. Nous, on s'achète une collection. Donc, elle me dit, ils m'ont dit, on aimerait bien que vous regardiez nos collections. Je suis rentrée dans une salle aussi grande que là, mais sauf que ce n'était pas en hauteur, mais en bas. Et c'était rempli de vêtements. Et j'ai dit, bah, il faut qu'on commence à éditer. Moi, je ne peux pas là-dedans décider ce qu'on fait. Ce n'est pas notre rôle. Nous sommes un grand magasin. Vous avez à éditer ce que vous voulez mettre dans notre magasin pour donner votre ADN, pour donner votre style. Ce n'est pas notre rôle. Et en fait, j'ai donné quelques exemples d'autres marques qui faisaient ça autrement. Et c'est des choses qui ont commencé à prendre forme. Mais en fait, c'est une maison qui était artisanalement construit, qui avait grandi, et bravo, parce que franchement, c'est une très belle maison, 125 magasins au Japon, c'était la première marque européenne au Japon quand même, il ne faut pas l'oublier, et en fait, ils faisaient des collections énormes, et puis tout le monde choisissait finalement là-dedans, en interne, pour leur propre boutique, ça fonctionnait très bien, parce que tout le monde disait, bah, je vais en prendre ça, je prends ça, mais les grands magasins ne s'intéressaient pas à ça, donc c'était finalement un changement de comment j'approche un grand magasin. Et par la suite, après cette leçon, je crois que c'était 4 ou 6 mois après, j'ai été approchée par à nouveau cette maison. Et donc, ils m'ont proposé un poste de directeur général. Et là, je suis restée 4 ans chez Agnès. J'ai adoré ça parce que c'était une très belle histoire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu structurer cette maison peut-être parce qu'elle était très artisanale, beaucoup de papier, crayons encore, et finalement, elle était grande, hein, faisait beaucoup de chiffres, et il fallait donner un peu de structure à cette maison. Donc, je pense que c'est ça que j'ai pu apporter. Oui, et j'ai lancé l'homme, parce qu'Agnès, elle faisait des collections femmes, des défilés femmes, et de temps en temps, elle prenait un homme, c'était un peu l'accessoire de la femme, hein, donc elle lançait un mec, et puis ça suffisait. Et donc, j'ai proposé de faire une vraie ligne homme, ce qu'on a fait ensuite. On a fait des défilés hommes. On est sur le calendrier donc, de la haute couture. Et donc, ça a créé aujourd'hui une ligne qui est presque plus importante que la femme, hein, si on puisse dire, parce que la modernité de l'homme d'Agnès c'est peut-être en plus intéressante que la femme en ce moment. Mais c'est une super maison. Donc, c'est une maison qui fonctionne comme de la haute couture. Il y a un studio. Il y a des patrons de studio, tout est suivi en fabrication, tout est made in France. Agnès est là, Christophe peut peut-être en parler, c'est quand même la grande défenseuse du made in France. Il faut le savoir parce que beaucoup de gens ne le savent pas. C'est elle qui a sauvé beaucoup d'usines qui auraient dû fermer ou qui seraient aujourd'hui fermées si elle n'avait pas continué à alimenter quand tout le monde est parti loin, comme on dit. Hein. Donc, voilà mes 4 ans. Non, puis tu as soutenu cette action au niveau complètement. du Made in France. Ça, c'est vraiment important. Et je pense que, à l'époque, c'était contre vent et marée, c'était contre la tendance, finalement. Ben, aujourd'hui, on voit que c'était bien, que ça a été fait, et je pense que ça devient une mode à nouveau. Maintenant, il faut savoir bien le faire et bien l'exploiter, parce que ça reste quand même difficile, parce que le produit reste cher, à cause de la main-d'œuvre, bien sûr. Agnès B quitté, j'ai pris un réel problème, une entreprise qui était au bout de faillissement, Eurodif, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est une entreprise qui fait du bas de gamme, de prix pas cher. J'avais envie de revenir à mes sources parce que Terence Conan, c'était un des patrons quand même très importants pour moi. Pour lui, c'était toujours le motto, c'est le beau design n'a pas besoin d'être cher. Les beaux produits, c'est pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'argent. Et ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi. C'était les magasins populaires, c'était Mandricaire au début. Et là, je suis retournée donc, dans une enseigne à petit prix qui était assez moche, qui n'était pas très beau, et dans lesquels les produits n'étaient pas géniaux, mais dans lesquels on a mis des collections en route qui tiennent la route aujourd'hui. Et ce n'était pas vraiment mon rôle, je surveillais, mais j'ai redressé l'entreprise qui perdait pas mal d'argent vers une entreprise qui aujourd'hui qui gagne de l'argent. J'ai vu le luxe très tôt. Aujourd'hui, on arrive peut-être à une époque où on peut se poser la question qu'est-ce que le luxe va être dans 10-20 ans, parce qu'il y a des époques pour tout type de consommation. Hein. Quand nous, on était jeunes stylistes, le luxe existait à peine. Il y avait des gens qui consommaient le luxe, mais c'était plutôt des grands-parents. Et c'était ringard. Et c'était ringard, absolument. Donc le luxe, aujourd'hui, ça semble une évidence pour vous, ça ne l'était pas du tout à l'époque, et peut-être que demain, on va avoir un cycle où l'économie force
création et l'achat à partir vers d'autres produits. Hein. Donc, il faut toujours se dire, et je pense que c'est la question que vous devez poser demain, de quoi est fait demain. C'est votre génération qui doit définir ce que vous allez consommer demain. Moi, j'ai l'impression que votre génération ne va pas forcément consommer le luxe de la même façon que la génération fait aujourd'hui. Et ce n'est pas uniquement en France que ça va compter. Le luxe vit aujourd'hui sur l'international. Et les jeunes Chinois, quand on les écoute aujourd'hui, ben, ils ne sont pas comme leurs parents non plus. Hein. Je ne suis pas sûre qu'ils vont courir derrière les sacs Dior, ou Vuitton, ou Chanel. Donc c'est à vraiment bien observer comment ça va évoluer. Il y a des cycles dans la mode qu'on ne peut pas imaginer, mais on peut changer d'une époque à une autre parce que l'économie nous impose, parce que le pouvoir d'achat nous l'impose. Hein. Donc, je pense que dans vos cours de marketing, vous touchez certainement à ce sujet. Et aujourd'hui, on est quand même dans une époque où le luxe commence pour la première fois à sentir qu'il ne fait pas automatiquement du plus de chiffres. Plus de chiffres, ça veut dire plus de ça. D'accord ? Donc voilà le tour de ma carrière. Plus récemment, les 2 dernières années, je travaillais dans le groupe Casino, où j'étais conseil stratégique auprès de Jean-Charles Naouri, où je travaille pour toutes les sociétés du groupe. Je suis donc sur mission, non exécutif, et je rentre dans une entreprise pour une semaine, pour un mois, une journée par semaine. Donc j'ai fait Go Sport, courir, géant, ici au Vietnam, je ne sais pas, j'en oublie. Non, ça c'est autre chose. Monoprix, bien sûr, ça a été racheté entre-temps, donc l'année dernière, par le groupe Casino, comme vous le savez certainement. Et en même temps, j'avais un peu de temps, donc j'ai pris du conseil. Et les conseils, c'est donc, je fais du conseil d'administration. Ça n'a rien à voir avec travailler dans une société. Vous faites 12 jours par an à tête de l'entreprise du conseil sur le métier. Hein, donc ça, c'est PME dont tu parles. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Et nous avons 3 sujets à vous proposer. Les marques, la grande distribution et l'excellence, et compétences et profils pour, à la fin, tu peux dire comment j'ai fait une tranche de tout ça. On va commencer par les marques. Oui, juste avant, peut-être une question, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure. C'est justement donc, cette évolution dans la carrière, et on parlait de direction générale, etc. Donc en tant que femme hollandaise, comment cette montée en puissance finalement s'est passée dans un univers qu'on connaît exclusivement masculin? Voilà. Ben, je crois que c'était bien que j'étais hollandaise et pas française, numéro 1, parce que j'ai une éducation très égale entre hommes et femmes. J'ai été éduquée par une mère qui donnait les mêmes tâches aux enfants, qu'ils étaient masculins ou féminins, hein, donc on n'était pas traités différemment. Donc pour moi, c'était évident. Il n'y a rien qui... Je pense que je n'ai pas connu le plafond de verre, comme on a dit mais sans me rendre compte, hein, je veux dire, je suis partie sur mon truc, j'ai décidé que j'allais le faire, et puis, bon, c'est vrai, quand je décide quelque chose, c'est rare que j'y arrive pas. Maintenant, c'est avec beaucoup de travail, c'est avec beaucoup de détermination, c'est avec une vraie vision, parce qu'on ne fait pas les choses comme ça. Pour entrer dans les entreprises dans lesquelles j'étais, il faut avoir des visions, il faut apporter quelque chose, il faut avoir une créativité. Être créatif, c'est pas que créer des vêtements, il faut être créatif en finance, il faut être créatif en gestion d'entreprise, il faut être créatif dans l'humain, il faut être créatif avec les gens, il faut être créatif dans régler les problèmes dans une entreprise. Tout ça demande une créativité et une vision différente finalement, et c'est peut-être ça que j'ai pu apporter aux entreprises. J'ai très souvent, je l'ai dit, travaillé avec des équipes 100% masculins, j'étais la seule femme. Ça n'a jamais fait ni chaud ni froid, mais on peut s'imaginer quand vous rentrez dans une société le premier jour, vous rencontrez dans ce conseil d'administration, dans ce conseil de direction, et vous avez 13 messieurs autour de vous qui disent « Ah, c'est quand même dommage, on ne peut plus faire les blagues maintenant qu'on faisait avant ». Ben voilà, vous avez ce type de commentaires. Je pense que bon, il faut laisser ça de côté et dire écoutez, vous pouvez toujours les faire, mais comptez peut-être pas pour moi pour rire, hein, ça c'est autre chose. Mais toujours avec un sourire, je pense qu'il faut être au-dessus je veux dire, c'est pas les hommes, c'est certaines personnes, c'était une personne hein, qui a dit ça, mais ça suffit pour mettre une ambiance très souvent. Je pense qu'il faut être. Il faut l'écouter, il faut le mettre sur le côté. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'on est là pour travailler. On n'est là pas pour autre chose, et on n'est pas là pour être une femme ou un homme, on est là pour faire son métier.
Et je crois que c'est quelque chose sur lequel on a insisté tout à l'heure. Ne mélangez pas le privé et la vie de votre travail. Séparez bien les choses, c'est important. Pour les hommes comme pour les femmes, vous êtes au boulot pour faire du boulot. Vous êtes payé pour. De temps en temps, on prend ça pour une évidence. Ça n'est pas aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup de chômage. Et je pense que quand on tient quelque chose, on se le doit de bien le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les femmes, je pense que c'est en vous, de toute façon, d'y arriver. Et c'est pareil pour les hommes. Je veux dire, à un moment donné, si vous voulez, si vous avez envie de le faire, si c'est une passion, si vous êtes sûr que vous pouvez le faire et apporter quelque chose de différent, vous allez le faire. Il faut croire en soi. Et c'est hyper important. Et ça semble banal, hein, presque, oui, ça on le sait, hein, il faut croire en soi. Non, ça n'est pas toujours, parce qu'il y a des jours qu'on croit en soi et d'autres où on a beaucoup plus de mal. Est-ce que ce que je crée c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est pas toujours évident. Mais quand on est sur une ligne, il faut tenir sa ligne et il faut convaincre les autres. Et n'oubliez pas qu'on est dans la vente d'un produit, mais pas que la vente d'un produit, vous êtes à la vente de vous-même. Vos spécificités, vos compétences, vous les vendez à quelqu'un d'autre qui va vous les acheter parce qu'un salaire, finalement, c'est un échange de compétences. Maintenant, franchement, oui, j'étais à l'époque la seule dans le comité de direction. J'espère bien que dans le futur, il y aura 50% de femmes et 50% d'hommes. Ça aurait été bien. Mais tu disais une chose très importante, c'est de raconter une histoire. Que ça soit commercial, que ça soit styliste. On va peut-être tout à l'heure, quand on parle de compétences, je vais parler un peu du courrier, parce que je reçois beaucoup de candidats, je vois beaucoup de gens qui cherchent du travail, je reçois beaucoup de CV et des lettres d'accompagnement. Et ces lettres d'accompagnement, quand j'étais jeune, ça n'existait pas, mais je l'ai inventé moi-même. Je racontais mon propre histoire, finalement, quand j'en avais besoin. On va parler de cette lettre, parce que je pense que c'est un vrai élément de différenciation, parce que les CV, on en reçoit des tonnes, on regarde les compétences, qui sont très souvent quand même comparables, d'accord? Après, c'est l'histoire que la personne raconte, et ce qu'ils arrivent à nous vendre, et qui va nous convaincre. Là, j'ai quelque chose de différent. À toute étude égale, c'est quoi ma différence? Et comment je peux le décrire dans une lettre dans un premier temps, et comment je vais la décrire quand je vis en face de la personne dans un deuxième temps. Et ça, c'est un travail sur vous. Personne ne peut le faire. Ce que vous avez en vous, il n'y a que vous qui le savez. C'est votre luxe. On commence peut-être par les marques, les questions sur la marque. Tu veux... Je vais juste le temps que... Vas-y. Je crois que on va commencer sur les marques, des questions. Oui, je te serai. La première question, c'est lancer une marque en 2014. Est-ce qu'on la lance au niveau régional, national ou international? Et comment se lancer aujourd'hui? Mais je pense que ça, c'est pas la première question qu'on se pose. En fait, ça va se faire quelque part naturellement. Numéro 1, on se lance en net ou on se lance en physique, magasin ou net. Quand on va sur le net, on devient international sans le vouloir. Je peux vous donner des exemples. Et quand on est en magasin, vous êtes dans la rue dans laquelle est votre magasin. Donc déjà, c'est une définition de base qui est très importante. Vous êtes quand même la génération du net. Et pour moi, le net, ce n'est qu'au début. Ça veut dire qu'on a des grands players, des gens qui ont compris, qui ont créé des grandes entreprises, qui marchent très bien et qui vendent de temps en temps des choses pas mal, de temps en temps des choses épouvantables, mais bon, c'est la consommation d'aujourd'hui. Mais par contre, je pense que le net doit demain aussi donner toute la différenciation et avoir un produit qui va du luxe. Je me rappelle aux Galeries Lafayette, quand j'ai dit que je voulais avoir des marques de luxe sur le net, on me dit, ils ne vont jamais vouloir être sur le net, madame. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de marque de luxe qui n'a pas son propre net, bien sûr. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc, je pense qu'à vous de réfléchir comment ce net il peut évoluer. Et moi, je trouve que ce qui manque au net, c'est la communication. C'est raconter l'histoire. C'est raconter la différence. Parce que c'est quoi? Pourquoi quelque chose réussit? Parce que vous arrivez à communiquer quelque chose à un client qui dit c'est ça qu'il me faut. Parce qu'ils ont besoin de rien. Il faut quand même savoir, ils ont tous des placards pleins, les maisons sont pleines. Mais ce produit-là, il est dans l'air du temps, il est bien,
il me le faut, quoi. On est tous pareils, hein, je veux dire. Et je trouve que les hommes commencent à bien consommer aussi. Avant, ça ne consommait pas beaucoup, mais ça commence à bien dépenser. Donc, en fait, c'est de dire qui est mon client et qu'est-ce que je dois lui donner. Donc, international, régional, c'est à vous de décider. Vous pourrez très bien démarrer localement et devenir international ensuite, voire vous commencez international et revenez dans votre petite ville par la suite. Hein. Je pense que pour lancer une marque, il faut avoir une envie, une passion, et je le veux, et donc je vais le faire. Maintenant, il y a quelque chose dont on a parlé qui était important, c'est de dire, avant, on faisait ce genre de choses seul. Si moi, je me lançais aujourd'hui, hein, et l'époque a changé beaucoup, je ne me lancerai jamais seule. Il y a deux compétences qui sont importantes dans une société qui fonctionne bien. C'est la compétence création, achat vers les clients, marketing, et le deuxième pôle, c'est gestion finance. Vous pourriez avoir l'un très bien, la création et la finance, vous fermez la boutique. Ou vous pouvez avoir un directeur financier génial qui vous tire les ficelles et dit non, 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 vous ne pouvez pas dépenser et votre marque elle va se tuer toute seule. Hein. Donc, c'est deux compétences hyper importantes. Et quand je vois des étudiants aujourd'hui, j'ai fait pas mal de prépa pour ESSEC et ESCP. Et je me suis dit, c'est quand même génial, il y a des profils qui s'intéressent aux produits qui viennent des écoles de commerce et après on a des gens qui savent créer. Moi, je pense qu'il faut créer des couples, des deux personnes, que ce soit homme ou femme ou femme et femme, mais peu importe. Hein. Ça peut être des cousins, ça peut être des frères et des sœurs, ça peut être des copains, ça peut être quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, qu'on va recruter et oser recruter, parce que si vous êtes créatif et que vous avez besoin d'un directeur financier, ça ne s'appellera pas un directeur financier tout de suite, mais quelqu'un qui fait votre gestion ou qui fait une partie de sa gestion, allez le recruter. Ben, ça ne se fait pas autrement aujourd'hui. C'est une décision que vous prenez. Ou un directeur financier peut décider qu'il, demain, veut avoir sa propre société. Et ça ne sait pas s'il va faire des pommes de terre ou de la mode, hein, parce que finalement, on peut vendre toutes sortes de choses dans la vie. Ben, c'est comme ça qu'on en a parlé. Il faut provoquer ce type de rencontres pour Pierre Berger et Saint-Laurent. Pierre Berger et Saint-Laurent étaient un des premiers groupes les plus modernes dans le métier qui ont compris, qui étaient des grands copains de mafia, de l'agence où j'ai commencé, qui ont compris que l'un sans l'autre, ça ne fonctionnait juste pas. D'accord ? Il y a d'autres exemples qui sont très bien, mais ce n'est pas encore, c'est pas encore quelque chose qu'on trouve évident. Et je pense que ça doit le devenir demain. Donc, réfléchissez autour de vous. Je pense que dans les écoles de commerce, ça commence à en parler en disant il faut des partenaires. Ce n'est pas seul qu'on peut attaquer ce genre de sujet. Et si, à un moment donné, financièrement, vous vous trompez, c'est tellement long pour remonter la pente et c'est tellement déprimant, surtout pas. D'accord ? Et l'alternative, je ne sais pas par rapport aux postures comme ça, est-ce que les gens qui sont en mission ou en freelance, ce qu'on va appeler freelance, c'est pas aussi une alternative et des couples finalement qu'on va former avec la structure qui nous accueille, où on garde une certaine liberté de créativité non ? Entre les deux ? Par rapport à justement monter sa propre structure à deux avec, en ayant un accompagnement sur le domaine où on est incompétent, je dirais. Et cette idée aussi de travailler personnellement à l'extérieur pour dans une société. Mais après, donc oui, on peut travailler tout à fait autrement dans la mode. Hein, donc on peut travailler pour une marque hein, en tant que styliste, en tant que chef de produit. On peut travailler pour la distribution. On va parler un petit peu de ça demain. On peut décider d'être chef de styliste, mais on peut aussi décider d'être chef de produit. N'oubliez pas ce que ça veut dire que il y a un styliste qui est plus créatif. Un chef de produit est un acheteur qui est créatif. Et un acheteur, c'est un acheteur qui sait qu'acheter. D'accord ? Un chef de produit, c'est le poste le plus intéressant parce que vous avez l'accès aux deux. Vous achetez votre produit et vous le développez. L'Oréal est un très bel exemple d'entreprise qui prend des jeunes qui sont créatifs et on appelle ça un chef de produit. Donc plus on monte en gamme, on est dans les chefs de produit, plus on est bas gamme, on est dans les acheteurs. Et le chef de produit, finalement, est un acheteur. Hein, donc, il faut bien comprendre la différence. Quand vous êtes pur style, vous n'êtes pas dans la prise de décision. D'accord ? Quand vous êtes style, vous donnez un produit créatif qui va finalement être acheté et peut-être modifié. Hein, nous sommes d'accord, être
je peux peut-être en parler un petit peu, par quelqu'un d'autre, par un département commercial ou par un directeur commercial ou par un acheteur qui trouve que le bouton finalement il est trop cher. Excusez-moi monsieur Bourg, votre bouton est trop cher, je l'enlève, je mets un bouton moins cher. Donc vous n'êtes pas 100% décideur sauf si vous êtes chez vous, hein, on est bien d'accord. Vous pouvez travailler dans le marketing aussi, ça veut dire c'est l'étude de marché pour savoir quel produit il faut faire. Donc tout ça c'est, moi je dirais, si vous faites des stages variés, essayez de prendre des stages qui vous informent sur ces différents métiers, peu importe finalement dans quel type d'entreprise, hein, parce que c'est l'achat, le marketing, etc. La finance existera toujours, hein, dans toute entreprise, le schéma est classique. Mais essayez de comprendre quels sont les différents métiers et essayez de vous orienter après d'avoir fait un certain nombre de stages dans une direction. En fonction de votre personnalité aussi. Il y a des gens qui créent et qui ne feront jamais rien d'autre parce que le reste, ça leur prend la tête, des chiffres, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Donc, important de bien vous connaître vous-même, finalement. Je voudrais parler d'un jeune couple de 2 femmes. Quand j'étais chez Casino, on a racheté une société dans le groupe Cdiscount, que vous connaissez certainement. On a racheté monshowroom.com, une petite société marseillaise, 2 jeunes femmes, copines à la base. Elles ont été formées dans le regroupement de Marseille, comment ça s'appelle MMM. Oui, MMM. Elles avaient fait le tour et finalement, elles ont créé leur propre société Internet. Hein. Donc aujourd'hui, elles doivent faire, je ne sais pas les derniers chiffres, ça doit quand même faire dans les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas neutre. Hein. Et donc, elles créaient rien du tout au début, même s'il y a une qui est créatrice, l'autre qui est directeur financier, directeur général. Hein. Donc c'est vraiment celle qui négocie les deals et l'autre, c'est la créative. Et celle qui achète, qui va à la recherche des produits. Quand moi je les ai rencontrés, ils achetaient des marques uniquement, un peu comme un grand magasin sur le net, et elles m'ont dit, on aimerait bien faire la marque propre. Donc elles ont lancé des marques propres, je les ai aidées à réfléchir. Donc aujourd'hui ils ont Chloé by Monshowroom et quelques marques autres qui sont des produits qui sont créés à l'interne de la société. Donc c'est une façon aussi de faire. Je commence par acheter un produit de quelqu'un d'autre, j'ai créé un univers, un besoin client. Et quand j'ai les moyens, je vais commencer à créer mes propres produits, mes propres marques. Donc, il y a plein de chemins qui vont à Rome, finalement. Il est possible aujourd'hui de surnager à travers les groupes de luxe. Moi, je pense qu'absolument. Je pense que les groupes de luxe, ils sont là, ils existent, c'est très bien. Mais je pense qu'il y a des clients qui consomment complètement autre chose. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est important parce que consommer, c'est aussi un univers, je m'y sens bien et je pense que le magasin du prêt-à-porter où je vends une collection de fringues, c'est fini. C'est pas ça la modernité. Je pense que d'abord il faut avoir un univers, ça veut dire un univers de la femme ou femme et homme, je pense que c'est la modernité quand même. On va à nouveau mélanger les choses et je pense que le concept le plus moderne c'est le concept store. Le concept store, c'est quelque chose qui a été fait il y a longtemps à Milan, hein, le Corso Como, un très bel exemple. Elle a des restaurants, elle vend de livres, elle vend des fringues aussi, créateurs dans ces cas-là. Mais un concept store, ça peut être vos propres produits et parce qu'il faut faire du chiffre, vous faites une sélection d'autres produits, des gens que vous aimez, qui font création. Peut-être vous faites des vêtements, vous achetez des sacs, vous achetez, j'en sais rien, de la maroquinerie, peut-être même des cahiers, ou, bon, je n'irai pas jusqu'aux fleurs, hein, Yes l'a fait, hein, à Hong Kong, on est allé jusqu'aux boutiques de fleurs finalement, parce qu'elle avait ses fleurs qui étaient importantes. Mais en fait, c'est de créer son univers. Et dans son univers, on peut avoir ses propres produits, comme les produits des autres. Mais la sélection des produits est importante parce que l'ensemble crée un ADN qui est spécifique à vous. En France, il y a un très bel exemple. Le plus récent, c'est Merci à Paris. Hein, donc, Marie-Françoise Cohen, expon.ex-Cacharel, hein, elle travaille avec moi chez Cacharel. C'est un concept store, mais à très grande surface, mais ça peut s'imaginer sur une toute petite boutique. Hein. Ça n'a pas besoin d'être très très grand. Donc, c'est aussi une façon, si vous dites, bon, ben, je vais avoir
je vais faire du net, mais je veux quand même avoir un magasin physique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le petit concept store. À Paris, il y en a de plus en plus qui ouvrent. J'en ai découvert un l'autre jour, c'était un jeune homme qui sortait d'une école de commerce avec son copain. Ils ont ouvert leur petit magasin pour hommes. Mais la sélection était très spécifique. Il y avait Carven, il y avait quelques belles marques, et le reste, c'était des trucs chinés dans le monde entier. C'est aussi, je ramène, on est dans une époque de voyage, vous voyagez sur le net, vous voyagez physiquement parce que vous avez envie de partir, et c'est génial, ça ne coûte pas très cher, et on ramène des trucs, c'est une espèce de... voilà, on n'achète pas les mêmes choses quand on voyage, et on crée donc comme ça son univers, et on peut le faire facilement si on ne sait pas ce qu'on est, en faisant un reportage photo. On faisait ça dans le bureau de style, hein. On disait, on va faire des reportages photos pour les 3 Suisses, ou etc. Faites-le pour vous-même, pour savoir ce que vous aimez. Et ça va, à un moment donné, donner quelque chose qui vous appartient. Personne ne peut vous le prendre. Hein. Qu'est-ce que j'aime comme photo? Qui est mon créateur préféré? Quels sont les coloris que j'aime? Quels sont les imprimés que j'aime? Quelle est la ville que j'aime et pourquoi je l'aime? Tout ça, c'est des éléments hyper importants pour définir votre propre univers. Et donc, oui, les grandes marques... c'est bien. Moi, je dirais surveiller les années à venir si c'est vraiment le luxe qui gardera le lead ou si c'est plutôt une génération qui va consommer autrement. Et moi, j'ai l'impression que vous allez consommer un peu différemment. Mais c'est à vous de me le dire. Surtout, là, on a des profils de 4 sections différentes. Donc, faites tourner les cartes entre vous. Pour monter justement des concept stores. C'est intéressant, justement, on a juste tout le panel pouvez des gens. Vous pouvez faire un atelier, hein, je veux dire, entre vous aujourd'hui à l'école, hein, je veux dire, c'est un exercice qui est hyper intéressant parce que chacun apporte son truc et on est critique de l'autre, on critique dans le sens positif, toujours en constructant, c'est ça le mot en français? Construisant. Construisant, tiens, je suis encore pas française. Hein. Donc, non, je pense que c'est ça qui est une idée. Peut-être, et les concept stores, j'aimerais bien qu'on ait un concept store sur le net. Alors, quel look il aura? Voilà une chose intéressante. Comment on peut exprimer ce qu'on ressent quand on rentre dans une boutique sur le net? Et c'est là où je pense qu'on n'est pas encore au bout du net. On est au début. Il n'y a pas de retour en arrière, c'est ce que tu dis. Ah, c'est plus possible. C'est plus possible. Quand je vois à un moment donné qu'il y a des gens qui achètent plus en magasin physique, surtout les hommes d'ailleurs, très souvent, hein. Les femmes quand elles ont des enfants, hein, je n'ai pas le temps, donc j'ai fait, comme je disais, sur le net, que ce soit l'alimentaire ou non alimentaire. Donc je pense que ça fait intégralement partie, et les pure players seront bien là-dessus. Hein. Vous avez vu que le printemps a acheté le net à porter, hein, donc c'est le net à porter, oui, c'est ça. Ouais. Donc tout le monde va s'approprier ce qui est le plus proche de son univers, donc on va avoir des fusions, des rachats, mais ça peut se faire sur un petit niveau aussi. Hein. On a parlé aussi tout à l'heure un petit peu, créer un site internet c'est compliqué pour certains, pas compliqué pour d'autres, mais avoir un site internet intéressant qui est visité, c'est la même chose qu'un concept store. Il faut avoir une variété de produits qui intéressent un maximum de gens. Donc, si vous avez une petite ligne de produits et que vous avez que ça sur votre net, ben vous avez un petit trafic. Si vous avez plein de choses différentes et on rentre dans des univers différents et les gens restent longtemps sur votre net, ça veut dire que vous avez un trafic plus important et donc plus de chances à transformer. C'est un monde que moi je ne connaissais pas très, très bien jusqu'à ces discounts. Ça m'a appris énormément de choses sur 2 ans et le rachat de cette petite structure qui était une vraie petite pépite. Mais il va y avoir des fusions dans ce monde. Et il y a une autre chose, les players d'Internet, et c'est drôle, ils n'ont pas de physique aujourd'hui, mais quand on les connaît, quand on travaille avec eux, ça leur manque de ne pas avoir des magasins. D'accord? Parce qu'en fait, ce qui est complémentaire, c'est qu'on a l'un et l'autre. Donc on a parlé de lancer sa marque, il y a peut-être un truc quand on se lance quand même, hein. Les études de marché, le département marketing, c'est quand même hyper important. Que vous êtes régional, que vous êtes national, que vous êtes international, connaissez votre client, qu'est-ce que vous visez, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il a un besoin, qu'est-ce qu'il a besoin, à quel prix il est prêt à acheter. Hein. Créer sa société, c'est hyper compliqué, hein, donc je pense qu'il faut mieux être 2 et repartir les tâches.
Et à un moment donné, est-ce qu'il y a vrai besoin de ce produit que je suis en train de produire ou pas? Et si ce n'est pas dans le besoin, c'est dans l'envie. Donc il y a deux mots qui comptent, où j'ai besoin, je crée un produit qui est consommé au quotidien. Vous pouvez faire des serviettes jetables avec des jolis dessins. Je peux vous dire, ça se consomme, hein, ça se jette à la poubelle, donc ça c'est pas grande consommation. Ou vous créez un produit qui donne envie. Quelqu'un, il me le faut. Hein, parce que finalement c'est ça. Il me le faut, c'est aussi un mot d'une génération qui va peut-être changer. Vous avez vos propres réponses à ce qu'il vous faut demain. Et le consommateur à qui vous vendez demain, c'est les gens qui vous ressemblent. Rien d'autre. Tu veux attaquer sur le... On peut attaquer sur les grandes distributions et l'excellence, ouais. C'est pas toujours ce qui est le plus sexy, hein, mais il faut quand même savoir que ça fait le plus gros du chiffre. Des mastodontes comme Carrefour, même si on, de temps en temps on voit dans les journaux que ça va moins bien avec un tel, c'est quand même le gros du chiffre d'affaires sur le marché, même en habillement encore aujourd'hui. Hein. Donc, je voudrais vous faire une petite... c'est quoi la grande distribution? Ça va de Monoprix à Casino, Carrefour, par les GSS, donc des spécialistes comme Kiabi, La Gémeaux, tout ce que vous voyez sur les actes, les zones à l'extérieur de ville. C'est des gens qui font du masse en gros volume à relativement petit prix. Alors, il y a des variantes forcément entre eux. D'où ça vient? En fait, dans les années 1830, je pense, les grands magasins étaient créés. Avant, il n'y avait pas de regroupement produit. Donc, ce n'est pas qu'en France, c'est un peu partout dans le monde. Les grands magasins en France, il y en avait 5 environ. Il y avait le Bon Marché, il y avait les Galeries et le Printemps, il y avait aussi les nouvelles galeries qui ont disparu parce qu'ils ont été absorbés par les Galeries Lafayette. Il y a eu la bonneterie, il y a eu un certain nombre, certains qui ont disparu, et quand ils disparaissent, ou ça ferme, ça devient une autre enseigne, ou quelqu'un les rachète et il met son propre enseigne dessus. Les grands magasins ont créé les magasins populaires. Printemps a créé Prix Unique, et Galeries Lafayette a créé Monoprix. C'est les seuls deux, mais quand vous allez en Angleterre, il y en avait au moins 6-7 différents magasins populaires. Les Woolworths, des magasins de ce style-là, donc c'était un magasin centre-ville à petit prix avec des produits entre l'alimentaire et le non-alimentaire, le besoin au quotidien, à petit prix. Prix Unique a commencé à lancer des produits à un prix unique, tout coûtait 1 franc. D'accord, c'était le début de l'enseigne. Et c'était des bacs dans lesquels on trouvait des produits à 1 franc. En fait, l'histoire se réinvente. Hein. Aujourd'hui, on trouve des discounters qui font exactement la même chose. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin toujours à savoir ces produits de petit prix. Le magasin populaire, on crée les hypermarchés et les supermarchés. D'accord, le premier hyper, c'était le regroupement des Galeries Lafayette qui ont créé l'hyper Monoprix. Ça a été rebaptisé. Après, il y a le groupe Carrefour qui vient d'une enseigne de supermarché. Donc, en fait, à chaque fois, vous avez une structure qui crée une autre parce que l'économie change, le pouvoir d'achat change ou l'envie du consommateur change et on s'adapte à ça. D'accord ? La voiture a créé l'hypermarché. Hein. On avait tous une voiture, donc on pouvait aller jusqu'à l'hypermarché. Bien sûr. La question, c'est de savoir, est-ce que, en tant que styliste, on peut créer aujourd'hui de belles choses pour ces grands magasins et pour ces chaînes de distribution? C'est ce que tu as toujours voulu faire. Parce qu'à Monoprix, j'ai quand même fait travailler des gens comme Isabelle Marant. Isabelle a fait des collections Lolita Lampica, Terence Conran, ils ont tous travaillé pour Monoprix. C'est une enseigne à petit prix. Et donc, on a adapté cette création à un beaucoup plus petit prix. En fait, quand on travaillait des créateurs ou des stylistes, on leur laissait créer, mais on allait dans notre propre sourcing pour arriver au bon prix dans ces produits-là. Donc, et on était en général 15% plus cher que le prix le plus haut de la ligne marque propre de Monoprix. Et ça se fait encore. Hein. H&M s'est bien permis de copier ça. Ils le font encore et régulièrement chaque année. Donc aujourd'hui, on a d'autres types de co-branding qui commencent à exister. Isabelle Marant fait un co-branding avec des baskets qui a été super bien reçu. Je pense qu'on va voir là, à nouveau, c'est de la créativité. Avec qui je pourrais faire un truc? Et qu'est-ce que c'est que ce truc?
Et pourquoi ça me plaira? Pourquoi aujourd'hui on consomme beaucoup? Qu'est-ce qu'on consomme? Des t-shirts. On recommence le sweatshirt, c'est important, hein, parce qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais c'est pas ça qu'on produit. Le jean 5 poches, hein, qu'il soit en jean ou qu'il soit en d'autres matières, et les baskets. D'accord? On a revu sur les derniers salons la chaussette refaire le tour parce que le pantalon sera possible, donc on va regarder les chaussettes. On les a bien cachées pendant un moment, là il y a plein de chaussettes créatives qui ressortent. D'accord? Donc en fait, il faut bien suivre les tendances et on est en train de revenir sur le mode certainement un peu plus chic, entre parenthèses. La question un peu... Même la basket, c'est... La question qui fâche, l'éthique dans tout ça. L'éthique dans tout ça, quand vous êtes en grande distribution, vous pouvez faire de l'éthique. Quand j'étais chez Monoprix, j'ai fait un des premiers programmes sur l'éthique à Capitale, où j'étais pas encore. Carrefour et Géant avaient refusé d'y aller, donc vous avez trouvé que c'était une bonne idée de m'y envoyer, donc j'y allais raconter. L'éthique, ça peut se traiter à chaque niveau. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, mais il n'y a aucune raison. Il n'y a pas d'excuse. On peut très bien faire des choix des fournisseurs qui sont eux-mêmes déjà éthiques, qui ont les mêmes valeurs que vous. Il y a une enseigne qui a très bien su le faire, elle s'appelle Marks & Spencer, c'est en Angleterre. Elle a travaillé l'éthique depuis 1940. Elle a toujours fait, elle a imposé son éthique à ses fournisseurs. Elle a fait un choix de fournisseurs qui rentrait dans leur cahier de charge. C'est une question de décision. Mais vous avez des cow-boys, comme on dit là, pour qui l'éthique n'est pas très important et qui cherchent le prix le plus bas. Et bien là, l'éthique, elle passe forcément à la trappe. N'oubliez pas que l'éthique, dans certains pays dans lesquels vous allez quand même avoir des surprises. Je me rappelle la première fois que je suis partie, c'était à Bangladesh, en Inde, je ne me rappelle plus, j'ai été convoquée par... j'avais demandé qu'il n'y avait pas d'enfants sur les chaînes. Hein, donc, sinon, on ne travaillait pas avec l'usine. On m'avait donc dit qu'il y avait des enfants qui étaient vus dans l'usine. Donc, je débarque dans l'usine et le directeur dit « Mais madame, vous ne comprenez rien. » Très bien, moi je suis assis à l'écoute, donc il me dit « Les femmes veulent vous parler. » Alors j'étais bien embêtée, je peux vous dire. Les femmes sont venues, elles avaient un traducteur, et elles m'ont dit « Madame, vous savez pourquoi nos enfants sont à côté de nous? C'est pour qu'ils ne sont pas violés dans la rue. » Et là, vous êtes bien seul dans votre fauteuil, d'accord? Et vous faites quoi dans ces cas-là? Donc, j'ai pris le directeur de côté, j'ai dit, vous allez faire une crèche. Vous allez avoir une crèche à côté, mais vous n'allez pas avoir les enfants sur les machines. Sinon, comment dire, vous le faites toute seule, hein, il y a plein de marques qui veulent travailler avec vous. Mais c'est vrai, il faut voir le problème dans les deux sens. Il faut toujours se poser la question pourquoi les choses passent dans le monde. Les gens ne fonctionnent pas forcément comme nous, et il faut être ouvert comment fonctionnent d'autres. Et parfois, on trouve des drôles de situations. Mais c'est à eux d'inventer. Il n'a pas voulu, donc j'ai quitté l'usine. Donc c'est un choix. Vous avez parfaitement le choix de ne pas travailler avec certaines personnes, c'est vous, mais votre cahier éthique, c'est vous qui le décidez. Et on en a parlé avec quelqu'un tout à l'heure. Ce qu'il faut, vos valeurs, il faut les défendre, et c'est à vous de les définir. D'accord? Et à partir de là, on fait ce choix de ses partenaires. On attaque sur le CV, peut-être? Oui, les compétences et profils. Oui. Ah, vas-y. Oui, vous avez quand même encore une chose à dire. Ah. Pas fini, après les grands magasins, etc. J'avais dit que le leadership, il est quand même très lié à l'économie et le pouvoir d'achat des gens. On a quand même vu plus récent des Asiens, des Zara prendre le pouvoir, hein, mais il y en a un autre qui est en train de prendre le pouvoir, qui est encore plus cheap, c'est Primark. Vous avez entendu parler certainement, il est rentré à Marseille, il va prendre la France très vite sur les 5 ans à venir. Toulouse est déjà prévu en ouverture, il y en a 5 qui vont se faire en 2014. Là, on est dans la cheap fashion, l'éthique. Il ne faut pas poser de questions. Hein. On est vraiment dans le prix le plus bas. Vous le prix énorme hein, et vous trouvez toujours votre taille hein, parce que les piles sont bien hautes. En ce moment, c'est une réponse à une consommation. Quand les gens veulent moins dépenser, ben, on va chercher le produit le plus fashion, le plus mode, au plus petit prix. Alors, vous avez vu tout à l'heure que je travaille avec Kiabi, donc on a chez Kiabi décidé de prendre le contre-attaque et de ne pas faire comme eux, mais de faire à la française. Donc aujourd'hui,
qui a dit, qui est en 2013 le meilleur, la meilleure enseigne au niveau des résultats, hein, parce que les 2013 c'est quand même très difficile globalement. Les grands magasins ont bien tourné, les magasins populaires pour la première fois ont été en dessous du concurrent, donc négatif en chiffres, hein, enfin même pas en résultats, et qui a tenu. Pourquoi ça a tenu? Parce que en fait, c'était la contre-attaque. On a pris la directrice commerciale de Primark, qui est rentrée chez Kiabi, et donc les formules sont connues. Mais ils ne vont pas les faire comme Primark les fait. Le respect, les cahiers de charges de la société restent la même. Il y a une vraie valeur, pas du Made in France, parce qu'à ce prix-là, on ne peut pas acheter en France, mais une vraie valeur chez qui on achète et pourquoi on achète. D'accord? Et de dire dans le type éthique, on va mettre la partie française. Parce que tous ces steam rollers ont quand même changé aussi la mode beaucoup. Vous n'avez pas une mode française, vous avez une mode internationale, et c'est très bien. Mais la contre-réponse, c'est se faire la différence. Quand on le fait en petit, au début d'échelle, faire la différence, donc en échelle, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que je fais demain pour attaquer ce type de joueurs dans le marché qui, bon, très bien, alors on préfère qu'il va attaquer H&M et que le chiffre d'H&M va chuter plutôt que celui qui a dit. Donc c'est préparé à ce niveau-là aussi avec une créativité, comment dire, le changement du monde dans lequel on vit. Parce que changer, il fait tous les jours. C'est génial, vous vivez dans un métier qui change tout le temps. On peut se réinventer tous les 6 mois. C'est quand même super. C'est difficile, mais c'est quand même super. Et on a tous besoin de s'habiller, hein, sauf si le chauffement climatique est vraiment très important. Pour l'instant, on a besoin de s'habiller. Donc, on va parler de combien de temps il nous reste avant qu'on a... Je voudrais parler un tout petit peu sur comment dire, le CV, la lettre d'accompagnement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Hein. Donc, votre CV, il est très important. Votre CV, c'est le premier contact de votre personnalité, de ce que vous avez fait. Et il est très important de réfléchir à ce que vous mettez dedans. Vous trouvez des très bons CV en ligne. Moi, j'en ai fait un ici. Donc, je peux vous dire ce qu'on met dans un CV. Mais globalement, ce n'est pas les grandes lignes de ce qu'il faut mettre dedans, mais c'est derrière les lignes, qu'est-ce que j'écris. Parce que c'est ça, finalement, votre personnalité. Donc, les classiques avec une photo, vous commencez avec votre formation, hein, vous réfléchissez bien comment vous avez fait, vos langues, quelles sont vos spécificités, les stages que vous avez faits, d'accord, et réfléchir qu'est-ce que j'ai appris dans ces stages, mes intérêts, parce qu'en dehors de mon métier, c'est quand même des choses que je fais très bien, les gens qui font des danses classiques, du piano, du billard, peu importe, tout ça c'est important, ça montre un profil, d'accord. Et les expériences autres que les stages, parce qu'on est à ce stade-là, tout ce que vous avez pu faire comme activité pendant depuis que vous avez 13 ans environ, 12-13 ans, d'accord? Parce que vous avez certainement fait des expériences qui sont libéristes, qui sont formateurs pour la suite, d'accord? Prenez des choses qui, globalement, vous mettent en valeur, d'accord? Parlez jamais des choses qui sont négatives parce que ça ressort peut-être, ça regarde personne et ça intéresse personne. Quand on fait un stage, j'en ai un bon à la maison et il vient de faire un stage, ça ne me pas du tout plus. Je dis, c'est pas grave, il va falloir le mettre sur le CV quand même demain. Donc tu vas analyser les pour et les contre du stage, qu'est-ce qui était positif, qu'est-ce qui était négatif. Et finalement, quand on voit le stage décrit maintenant, on a l'impression que c'était un très bon stage. Pourquoi? Parce qu'il a fait le bilan de son stage et il a décidé ce qu'il avait. Il avait dans sa tête une idée, parce qu'on part avec des idées et finalement on est déçu parce qu'on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire, parce que finalement c'est l'entreprise difficile ce que vous faites. Hein. Et à partir de là, par contre, vous avez des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, c'est l'humain, c'est le social, vous avez rencontré des gens, vous avez vu les métiers, vous avez vu quand même le fonctionnement d'une entreprise et il y a des choses qui vous ont frappé. Ça peut être décrit dans des expériences qui ont été importantes pour vous. D'accord? C'est que vous pouvez le faire, mais ne jetez jamais rien comme ça, c'était pas bon. Il y a toujours du bon dans tout ce qu'on fait. D'accord? Important. Et il faut le décrire, donc il faut bien, c'est une analyse sur soi-même, sur ce qu'on a fait. Donc ce CV, il est important.
Ce CV, il est factuel, il n'est pas trop long, préférence sur une feuille A4, il peut être sur deux, mais pas jusqu'en bas quand on n'a pas encore une grosse expérience. Alors, le mien, il ne tient plus, mais ça, c'est normal, il y en a un petit peu. Deuxième chose, la lettre d'accompagnement. Ah oui. Elle est importante aujourd'hui parce que ça fait partie intégralement d'un dossier qu'on envoie dans une société. Par contre, vous trouvez des exemples de tout faire sur Internet, c'est clair. Hein, ce sera juste à la verticale dans la poubelle. Hein, simple. Une lettre d'accompagnement, à mon époque, quand j'étais chez Mafia, j'ai envoyé mon CV à une lettre personnalisée à Terence Conran. Il n'y avait pas de lettre d'accompagnement, ça ne fonctionnait pas comme ça, mais moi j'avais une idée très claire en tête et en fait je lui ai envoyé un courrier avec cette idée. En fait, c'est ce courrier avec cette idée qui a finalement décidé que je suis rentrée dans cette entreprise. Je lui ai vendu ma vision de cette entreprise j'étais des spécialistes de l'enfant, hein, il avait racheté une société d'enfants qui était vraiment à un stade où il fallait tout refaire et je lui ai vendu sans tout dévoiler, il faut être malin quand même, comment on pourrait commencer à faire ce chantier. Et un chef d'entreprise, il a besoin de ça, il a besoin de savoir ce que vous allez apporter. Donc, c'est une lettre individuelle, elle est personnalisée et elle approche le sujet à qui vous parlez. Vous connaissez l'entreprise, si c'est une grosse entreprise, vous allez sur Internet, vous allez apprendre l'entreprise. Et vous allez savoir pourquoi vous adressez un courrier. D'accord? Et si vous l'envoyez parce que vous avez besoin d'envoyer le courrier, vous essayez quand même de le personnaliser un petit peu parce que sinon, on retient quand même à un moment donné à étude égale. La différence, c'est quand même la lettre que la personne envoie. D'accord? C'est là où tu retiens, toi? C'est là où tu retiens le candidat? Moi, en recrutement, quand vous avez une photo, j'essaie très souvent de la cacher parce que c'est déjà un problème quelque part d'aller sur le physique. Hein. On ne devrait pas. Après, à études égales et au même niveau, parce que vous recevez pour un poste, vous pouvez le recevoir jusqu'à 100 applications. Hein. Donc, la différence, ça va être que quand vous ne connaissez pas encore les gens, vous allez sélectionner les dossiers qui sont retenus pour voir à travers le reste du dossier. Alors, pour les stylistes, ça peut être des aperçus de leurs croquis, ça peut être pour les graphistes des dessins qu'ils ont faits pour montrer les styles dans lesquels ils travaillent. Et quand vous travaillez sur un site internet, une page de garde, de toute façon, on essaye de le personnaliser pour faire comprendre qui on est et pourquoi c'est moi qui dois avoir ce poste. En fait, comment vous allez-vous avoir ce poste? Parce que vous allez zoomer dans l'entreprise et son besoin. Et c'est du boulot, hein. C'est du boulot. À tout âge. Ah ben oui. Moi je le fais encore. Ça continue. Alors je peux vous garantir, hein, ça va toute votre carrière continuer. Votre CV, vous le mettez à jour régulièrement. Hein, ça veut dire que vous avez fait une expérience importante, vous le mettez à jour. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez le faire sur les LinkedIn, sur les réseaux sociaux ou sur du papier. Les deux sont importants, mais vous le mettez à jour régulièrement. Et la lettre, elle est individualisée. Vous avez à convaincre quelqu'un que c'est vous qu'il faut prendre ce poste. Une dernière question avant de le passer au public. La politique des c'est salaires, c'est quand même vachement. On en a parlé. Du jeune dans l'entreprise, Hein? oui. Du jeune dans l'entreprise ou Oui, du jeune dans l'entreprise. Il y a deux choses. D'abord, le stage, quand Tu n'as pas entendu? on parle du stage. Hein. Le politique des salaires dans l'entreprise, ça c'est important. Rémunération Pour les jeunes. et salaire. D'abord, je vais faire en deux parties, à ne pas mélanger parce que le monde le mélange aujourd'hui. Il y a les stages qu'on fait pendant ses études. Des stages qu'on fait après les études parce qu'on ne trouve pas de travail. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Là commence déjà un autre monde. J'ai fait mes études, j'ai fait des stages. En fonction, alors là, nous, on n'est pas forcément d'accord, mais c'est pas grave. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand le stage est hyper important pour moi, et bien tant pis s'il ne me paye pas, je veux quand même le faire. Parce que moi, je sais que j'ai besoin de ce stage. Alors, je vais certainement, s'ils veulent m'avoir, essayer de quand même négocier un petit salaire, un minimum, hein, aux frais de transport ou je ne sais pas quoi, parce qu'il faut toujours négocier. Hein. Il faut toujours quand même se dire, bon, alors si je dis non, madame, ce stage est non rémunéré, vous savez, vous avez de la chance de rentrer chez Dior, un truc typique, hein,
peut-être il faut décider si vous avez envie de rentrer chez Dior et vous le faites gratuitement parce que cette expérience est hyper importante pour vous. On est bien dans les cadres des études, là, hein, d'accord. Après, vous avez des stages qui sont moins intéressants, on vous laisse travailler comme un employé dans le truc. Là, vous exigez un salaire comme les autres employés, tout simplement. Si vous apprenez pas des choses particulières, si on ne vous ouvre pas des portes particulières, vous demandez le minimum. Je veux dire, il faut bien vivre, hein, d'accord. On est toujours dans le cadre de mes études. Après, j'ai fini mes études, je commence à chercher du travail. Et là, vous rentrez aujourd'hui dans un monde où, malheureusement, vous ne trouvez pas tout de suite un CDD ou un CDI, et on va vous allez faire des stages. Mais ces stages-là, ils devraient être rémunérés. C'est mon opinion. Moi, je l'ai toujours, dans les sociétés dans lesquelles je travaille, j'ai toujours considéré ça comme un premier travail, même si on appelle ça un stage. Donc oui, je pense que ça mérite de travailler. Sinon, c'est du travail, c'est du CDI et des lycées. Hein. Ça veut dire qu'on se sert des jeunes pour ne pas recruter. Ça arrive, méfiez-vous, ça arrive réellement. Mais défendez-vous quand même parce que n'ayez pas peur. Ça ne coûte rien de poser une question et de dire écoutez, combien vous me payez pour ce stage. C'est dur comme question. Il y a des gens qui, naturellement, n'ont pas de problème avec ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça assez compliqué au début de parler salaire. Je n'étais pas vraiment, à un moment donné, j'en ai vu un qui a bien profité, je crois que vous avez fait 360 degrés, j'ai dit ça c'est la dernière fois, maintenant je serai plus exigeante. Je pense qu'il faut, c'est tout un équilibre que vous allez apprendre, mais il ne faut pas que les gens profitent. D'accord? Est-ce que c'est ça que tu voulais conclure? Complètement. Ouais. Si, le réseau, une minute. En France, le réseau, famille, copains, Ah oui. papa, maman des copains, ceux qui travaillent dans les grandes entreprises, hyper important, servez-vous-en, ça fonctionne. À l'étranger, stop! C'est pas du tout bien vu. C'est typiquement un système français et servez-vous-en parce que ça fonctionne vachement bien. Ne vous gênez pas d'appeler quelqu'un en disant écoutez, je connais ou contacter un copain qui travaille avec vous qui dit mon père travaille à tel endroit, moi je voudrais vraiment faire un stage dans cette entreprise. Essayez, ça ne vous coûte rien. 2 coups de fil, 3 coups de fil, si ça ne marche pas, bon, mais ça ne marche pas, hein, tant pis. Hein. Mais ça fonctionne. En France, ça fonctionne. À l'étranger, méfiez-vous. Il y a des pays où c'est très mal vu. Parce que ça veut dire qu'on ne vient pas pour ses propres compétences. D'accord? À bien retenir. Voilà. Des questions? J'ai une petite question pour vous. Ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez en même temps été styliste et aussi acteur financier. Comment on pourrait dire à des jeunes comment on pourrait faire quand on a un problème précis comme sûrement des jeunes qui démarrent, c'est-à-dire ils ont un produit, ils font quelque chose, mais ils s'aperçoivent que quand ils accumulent l'achat des matériaux, le temps qu'ils y passent, ben, ils n'ont pas les mêmes moyens qu'un ISP qui achète 10 000 mètres de tissu, qui a des prix, qui a des beaux tissus. Donc, ils s'aperçoivent que ce n'est pas rentable. Vous savez comment Agnès a commencé? Exactement de la même façon. Elle avait 2 jumeaux, elle avait 19 ans, elle avait 2 gosses, hein, et elle a commencé à créer comme vous. Finalement, c'est une question de volonté, de besoin, dans son cas, hein, de volonté, d'avoir envie et de savoir ce qu'on veut faire et pourquoi on le fait. Elle a créé à l'époque un produit qui était dans l'air du temps, qui donne une espèce de souffle de nouveauté. Comme on les retrouve, on a parlé des coupeuses, mais on peut peut-être parler d'autres marques. En fait, on réinvente la roue en permanence dans la mode. Mais pas tout marche parce qu'il faut vraiment bien savoir. Alors, on galère, hein, ben forcément, elle galérait. Elle a pris un magasin derrière l'église Saint-Sulpice à l'époque. Il n'y avait personne, elle était la seule dans la rue, hein, il n'y avait que des bars et encore, elle s'était mal fréquentée. On ne démarre pas forcément dans le confort, mais quand on est sûr, c'est ça qu'on veut faire, on va y arriver. Mais ce n'est pas facile, ça ne le sera jamais. Mais une petite entreprise peut devenir grande, hein, je veux dire. Non, on démarre. Agnès n'a pas démarré grand, elle a démarré petit. Et dans nos métiers, quand même, les gens, très souvent, sauf des très grands groupes,
qui rachètent et qui prennent 50 magasins et qui créent tout de suite une chaîne. Sinon, ça démarre quand même relativement petit. Hein. Jacques Eddy a commencé avec un magasin de déstockage de Daniel Escher. Voilà. Et à un moment donné, il manquait de produits parce que ça vendait très bien, néanmoins 50. C'était un déstockeur. Et ils ont dit, bon, ben, il faut remplir le magasin. Donc, ils ont commencé à créer du produit. Et ils ont dit, bon, on va mettre des vêtements d'enfants. C'est comme ça que Jacques Eddy a commencé. Donc, oui, c'est pas évident, mais en même temps, il n'y a pas. Sinon, vous vendez votre idée à quelqu'un et vous vous faites financer. Hein, c'est une autre façon de le faire. Mais pour vous faire financer, il faut quand même avoir déjà quelque chose d'abouti, qui est dans l'air du temps, qui a une clientèle et que quelqu'un voit comme une vraie valeur. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait. Ouais. C'est pas facile hein, de se lancer, mais c'est possible. Je pense que ce qui est dur, c'est de pouvoir travailler, vendre un produit et être payé pour. D'où ce que j'ai dit au début, j'ai dit, je pense qu'aujourd'hui on n'est plus dans la même époque qu'on a connue. Je pense que le regroupement de forces et d'expérience, d'abord c'est plus facile de travailler à plusieurs ou à deux. Et quand on a un mauvais jour, de pouvoir se remonter le moral et dire oui, mais ça va quand même le faire. Donc, j'ai beaucoup parlé avec les deux jeunes femmes de mon showroom. Mais vous pensez que c'était facile au début? Mais pas du tout. Elles n'avaient pas les moyens d'acheter les collections des marques. Et les marques mettaient des conditions qui ne leur permettaient pas d'acheter les produits. Mais elles y ont cru. Et petit à petit, elles sont arrivées à avoir leur première petite marque. Et à un moment donné, quand ça prend, ben ça part. Mais il faut vraiment être conscient qu'il faut connaître le marché, la clientèle qu'on vise. D'accord? Très souvent, quand on démarre, on parle d'une niche. Je vais prendre une niche dans laquelle je vais me lancer. Oui, mais il faut quand même savoir qu'on peut rarement vivre d'un monoproduit. On a parlé tout à l'heure avec une jeune créatrice qui fait des foulards. C'est bien, mais on ne pourrait pas avoir un magasin avec que des foulards dedans. On ne vivra pas. D'où mon idée de dire, réfléchissons comment vous pourriez être plusieurs, à avoir dit plusieurs produits, et peut-être trouver un mini-concept store dans lequel tout le monde... En fait, j'ai appelé ça tout à l'heure la coop de la création. Vous connaissez la coop, le Claire, c'est un coop, mais on avait les coops de lait. Hein, tous les fermiers ramenaient le lait à la coop. Donc, c'est en fait... c'est se mettre ensemble et créer une force qui rend peut-être les choses plus faciles, et je pense qu'aujourd'hui on en a besoin. Et quand vous êtes là entre vous, c'est quand même le moment de parler des intérêts des uns et des autres, même peut-être échanger avec d'autres écoles qui peuvent pour faire une séance entre vous, quoi. C'est mon opinion, hein, ça m'engage tout le monde. Alors, il y a une question, 1, 2, 3. Ouais. Bonjour. Je voulais savoir en fait ce qui vous a donné envie de travailler dans la note, parce qu'à travers votre expérience, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas vraiment un signe d'un côté la création dans la note, mais c'est surtout les challenges de la note. Je voulais savoir ce que vous pouvez nous dire sur ça. Je n'ai pas tout à fait compris. Pour moi ou pour... pour moi? Comment j'ai démarré dans la mode et pourquoi? Oui, mais aussi parce que j'ai l'impression que comme vous êtes tourné vers le marketing, c'est plutôt le challenge en fait, se lancer des défis et vendre en fait qui va plutôt plus. Ou est-ce que c'est vraiment la partie? Ouais. Ben, j'ai démarré pure créatrice. D'accord? J'ai fait des beaux-arts, plus pur on ne peut pas. Hein. Et je voulais vraiment être créatrice. Mais à un moment donné, les choix que vous faites dans votre carrière vous amènent sur d'autres chemins. Et à un moment donné, vous faites vos choix. Il y a quelque chose qui se propose à vous. Vous voulez peut-être faire votre propre truc, mais vous ne voyez pas comment faire. Et on vous propose un poste dans une société avec un salaire correct. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez le poste en disant, bon, je vais travailler, je vais apprendre, et peut-être après, je lancerai mon entreprise. Mais dans ma carrière, les différentes challenges, comme on dit, se sont enchaînés au fur et à mesure. Et puis je me suis laissée emporter par le métier. Et j'ai adoré ce que j'ai fait. Je n'ai pas regretté.
Oui, de temps en temps, il y a la petite frustration que oh, ça aurait été bien, mais non. Non, c'était quand même fait consciemment. Je pense qu'il y avait une partie commerçante en moi qui l'a peut-être gagnée sur la créatrice. Et vous aussi, vous avez ces deux parties en vous. Hein. Vous avez dit qu'il fallait qu'on se différencie dans l'activité de la motivation. Et par exemple, quand on est modéliste, parfois on se différencie. La coupe. La coupe. Oui, mais comment on la montre? Ah, Quand on envoie le dossier, on fait qu'on montre. vous savez que les modélistes par moment ou les patronniers sont plus importants que la créatrice. Moi, je connais des créatrices, et j'en connais pas mal, qui ne savent pas faire un croquis. D'accord? Il y en a qui savent faire même leur propre patronage. Il y en a qui sont hyper complets, mais il y a des gens qui ne savent pas faire. Ils sont 100% dépendants des patronnières et des modélistes. Donc, votre création, elle est là. C'est essayer de piquer la tête de la personne et d'en faire le produit qui va au-delà de l'espérance de la personne, parce qu'elle peut avoir la vision de la coupe, parce qu'elle a ce feeling de la mode, et à vous de traduire, parce que c'est une traduction de ce que vous faites. Et c'est hyper important. Vous savez, on peut avoir des idées, si on n'a pas quelqu'un derrière qui les réalise, vous êtes nulle part. Vous pourriez avoir un studio qui est plus beau, si dans ce studio vous n'avez pas le bon profil, c'est pour ça que dans le luxe, les bonnes personnes, ils font un petit tour, hein, il n'y en a pas des tonnes, c'est hyper important. Les filles qui font des toiles dans les grandes maisons de luxe, il n'y en a pas des tonnes, hein. C'est elles, ce qu'on appelle la petite main, mais finalement, c'est très très important. Donc, moi je pense que c'est important. Après, ça vous empêche pas de créer, hein. En plus. En fait, ce que je demandais, c'est, vous avez dit, quand on envoie votre dossier, donc ils ne nous voient pas, ils ne savent pas ce qu'on fait, il faut qu'on arrive à se différencier des autres. Et nous, en tant que modélistes, comment on peut justement... Vous pouvez prendre les copains et les copines avec vous qui vous travaillez, vous demandez donne-moi un croquis, on va le réaliser, et vous le mettez sur le mannequin, vous allez faire un atelier là-dessus, vous photographiez, et ce croquis-là, vous le mettez dans votre dossier. C'est un travail commun, d'accord? Ce qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Mais rien n'est donné dans la vie. Hein. Mais vous avez quand même la chance d'avoir différents profils entre vous et d'être dans un environnement dans lequel vous pouvez le faire. D'accord? Et il faut que vous trouviez quelqu'un qui a envie de le faire avec vous. Et prenez pas 10 personnes, hein. À 2, ça ira très bien. Mais, et à partir de là, aussi bien la styliste que la modéliste a la preuve de leur travail. Est-ce que ça répond à votre question? Non. Donc on finira peut-être là-dessus. Ouais. Simplement, nous n'en avons pas parlé avant. Peut-être que c'est intéressant, parce que vous n'avez peut-être pas de questions tout de suite. Moi, ce que je vous propose, et j'en serai la référente si vous voulez, faire passer des questions. Et à ce moment-là, on pourra les faire passer via Facebook ou mail. On pourra faire passer à Madame Bonnehouse. Je vous propose ça. Je vous remercie, tout le monde vous remercie, je crois.